puisque maintenant vous pouvez me voir, je suis fort heureux toutes et tous de vous souhaiter la bienvenue à l'Institut d'études avancées et dans ce colloque. Et d'habitude, le directeur s'abstient de dire autre chose que de donner les consignes de sécurité de cet établissement. Mais là, comme justement vous êtes tous en ligne, je vais avoir un tout petit peu de temps et je vais vous prendre quelques minutes parce que ce colloque me tient particulièrement à cœur. Et il me tient à cœur pour 4 raisons. Tout d'abord parce que c'est un colloque qui est emblématique de ce qu'est l'Institut d'études avancées de Paris, un lieu qui crée des ponts, parce qu'à une époque où la division du travail et la spécialisation créent des îles, des petits îlots et même des silos, si on permet ce terme, l'IEA recrée des ponts entre disciplines, des ponts entre Paris et le monde scientifique, des ponts entre le monde de la science et celui de l'action, celui des politiciens, des industriels, des associations, des citoyens. Il le fait notamment en promouvant la transdisciplinarité, et ce colloque qui rassemble les universitaires français et étrangers de haut niveau en est un exemple typique. Il rassemble en effet une vingtaine de chercheurs d'horizons disciplinaires très différents, des politistes, des sociologues, géographes, philosophes, économistes, historiens, anthropologues, linguistes. Ce sont les sciences sociales qui sont presque au complet dans cette manifestation scientifique organisée par notre collègue Pierre Penet. Pourquoi ? Parce que pour comprendre la complexité, il faut considérer les phénomènes dans leur ensemble et il faut les considérer ensemble en venant de différents points de vue et de différents lieux d'action et de compréhension. Alors, je note en passant, puisque ce colloque est sur la crise, que l'IEA organise en 2021 un cycle Agir dans la crise qui va faire discuter sur cette question concrète de grands chercheurs et de grands acteurs du système, notamment du système politique, les faire discuter ensemble. Ce cycle commence en janvier, il va être annoncé très prochainement. Deuxième raison pour laquelle je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, c'est que ce colloque est emblématique des initiatives d'excellence qui se produisent à l'IEA. Il est organisé par Pierre Penet, un jeune chercheur de l'Université de Genève qui était fellow l'an dernier à l'IEA et que le CNRS vient de recruter. Le CNRS a d'ailleurs recruté 2 de nos anciens fellows cette année. Une autre vient de remporter une ERC. Comme vous voyez, l'IEA, qui a pour mission d'être une fenêtre du site parisien sur le meilleur du monde académique et d'attirer les meilleurs à Paris, le fait. Une invitation à l'IEA est une marque d'excellence. C'est aussi un tremplin de carrière. Et avec Pierre Penet, nous ajoutons une marque supplémentaire sur notre carnet de chasseurs de tête et une étoile supplémentaire au ciel parisien. Troisième raison pour laquelle je suis heureux aujourd'hui, c'est que c'est un sujet extrêmement important. Nous sommes entrés dans une époque qui sera marquée par des crises à répétition et qui offre un terreau propice à la multiplication de discours alarmistes. Il est donc important de prendre au sérieux ces discours, la façon dont ces discours se propagent dans la société, mais aussi leurs effets politiques sur les États, sur les citoyens et plus généralement sur les mentalités. Cela notamment en raison du paradoxe de la bonne prédiction fausse dont je vais dire un mot. Ce paradoxe, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'étais dans le comité d'évaluation du plan. J'ai mieux compris ce qu'était la prospective. J'étais à l'époque dans ce comité qui était dans le plan dirigé par Alain Tchegoyen. Mon collègue Guy Dermegredician, qui était le grand statisticien de la météo nationale, avait coutume de dire qu'il n'y a rien de plus facile que de faire des prévisions. Ce qui est difficile, c'est de faire des prévisions exactes. Et dans le domaine social, c'est encore plus difficile parce que prévoir, c'est aussi prévenir dans tous les sens du terme. C'est bien le rôle du plan d'éclairer les possibles, c'est le rôle de la prospective, et c'est ce que font les prophètes. Et dans cette perspective, si on prévoit qu'on va dans le mur et qu'on a bien prévenu, normalement, les décideurs font un virage et on ne va pas dans le mur. C'est ce que j'appellerais le paradoxe de la bonne fausse prédiction, c'est-à-dire que la catastrophe ne s'est pas réalisée, mais pourtant la prévision était bonne. Elle n'était pas juste, mais elle était bonne. Et parce qu'elle était crédible, elle a rempli son office et la catastrophe a été évitée. Donc un bon prophète ne devrait pas, en principe, voir ses prédictions se réaliser. C'est dur d'être un prophète. Et ça m'amène à la dernière raison de mon intervention, qui est déjà trop longue, c'est que je suis moi-même considéré dans cet établissement comme un prophète de malheur. J'étais il y a quelques années moi-même un fellow de l'Institut d'études avancées, invité dans le cadre du programme européen EURIAS. Il faut que vous sachiez que les fellows ont tous ici leur bureau dans ce bel hôtel de Lausanne et ils reçoivent leurs collègues parisiens pour discuter. Et c'est évidemment un des grands intérêts d'être à l'Institut d'études avancées de Paris. Et un jour,
mon collègue et ami Bernard Stiegler, qui malheureusement nous a quittés cet été, vient me rendre visite et il rentre dans le bureau et me dit mais Sadiq, qu'est-ce que c'est DPD? Alors je dis quoi? Alors, c'est-à-dire que nous avons tous une petite étiquette en face de notre bureau avec normalement juste notre nom, pas d'affiliation. Et là, il y a marqué Sadi Lalou, DPD, et évidemment, donc Bernard, avec son œil aigu habituel, avait remarqué ça. Et alors, je regarde, je ne sais pas ce que c'est, j'avais jamais remarqué qu'il y avait ça en dessous de mon nom. Et donc, en passant au rez-de-chaussée avant d'aller déjeuner avec Bernard, on demande à Bertrand Pouvel, qui est le responsable de site et qui, comme vous allez le voir, est aussi un petit peu facétieux. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Pourquoi il y a marqué DPD sur l'étiquette d'en face de mon bureau? Et Bernard rigole et il dit, ah, DPD, Dark Prophet of Doom. C'est parce que j'avais l'habitude de leur prendre la tête au déjeuner en leur disant que le monde allait dans le mur, etc. etc. Et donc voilà la raison pour laquelle je suis ici considéré comme un prophète de malheur. Mais vous voyez, ça ne les a pas quand même empêchés de me prendre comme directeur. Donc il y a peut-être un avenir pour les prophètes. Il est maintenant temps, après ces anecdotes qui, j'espère, ont laissé le temps aux retardataires d'arriver pour écouter ce colloque passionnant. Il est maintenant temps que je laisse la place à ma collègue Stéphanie Lacour. Ma collègue Stéphanie Lacour, qui est vice-présidente adjointe à la recherche pour les sciences sociales et les humanités de l'Université de Paris-Saclay. Parce que Paris-Saclay est situé sur le site du cluster en sciences dures et en sciences de l'ingénieur, on a parfois tendance à oublier que Paris-Saclay compte également de nombreux chercheurs tout aussi brillants en sciences sociales. Et donc, je profite de cette occasion pour le rappeler et aussi pour remercier chaleureusement Paris-Saclay, qui non seulement est une institution membre de l'Institut d'études avancées de Paris, mais qui en plus finance la chaire de recherche Jean d'Alembert, Saclay IA, qui a permis l'invitation de Pierre Penet à l'Institut. Et Pierre, grâce à qui cette conférence a lieu aujourd'hui. Stéphanie, je te passe la parole. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et bien d'abord, je vais remercier Pierre Penet et l'IEA de Paris, les organisateurs de ce colloque, de m'avoir invité à en ouvrir la première journée. Vous avez déjà rectifié mon titre au sein de la vice-présidence recherche de l'Université de Paris, donc je ne le refais pas. Je ne suis pas vice-présidente en titre, hein, je suis juste une adjointe pour les SHS. Et puis, je cède à l'envie de faire une seconde rectification parce que, sauf à lire dans le programme de ces journées une prophétie que je ne saurais interpréter que comme le fruit, à n'en pas douter, d'une crise extrêmement profonde dans ma trajectoire personnelle et biographique, je ne suis pas non plus une neurotechnologiste, mais beaucoup plus prosaïquement, une simple juriste, à tout le mieux socio-juriste. Mais ceci étant, ça me donne l'occasion de vous dire que le thème de ces deux journées m'intéresse à titre personnel, à différents titres. Et d'abord, effectivement, en tant que juriste, parce que dans les aspects techniques de ma formation, j'ai été entraînée quelque part à une forme précise d'imaginaire prophétique, une forme qui consiste à s'astreindre méthodologiquement à toujours imaginer le pire pour mieux l'encadrer et, dans la mesure du possible, en atténuer le risque ou du moins la portée. Personne, je vous assure, ne commence ses études de droit en étant persuadé que le mariage est le meilleur moyen d'encadrer contractuellement une séparation certaine à venir. De même qu'aucun étudiant n'est persuadé au départ qu'il est parfois souhaitable de qualifier un troupeau de brebis d'immeuble par destination afin d'encadrer au mieux le futur transfert de sa propriété. Mais c'est un imaginaire prophétique bien limité que celui dont cette formation de juriste nous dote. Et c'est avec étonnement, finalement, que j'ai été confrontée au début de ma carrière en tant que chercheuse attentive aux évolutions technoscientifiques et à leur régulation, à d'autres formes de prophétie que Francis Chateau-Renaud qualifiait justement au début des années 2000 de prophétie de bonheur rationaliste autour de l'émergence des nanosciences notamment. À ce titre, j'ai été amenée à m'intéresser de plus près aux prophètes, sans préjuger du caractère nécessairement catastrophiste de leurs prédictions. Les prophéties catastrophistes ne manquaient pas par ailleurs à l'époque. Jean-Pierre Dupuis appelait à un catastrophisme éclairé au sujet des NBIC.
mais elle se développait de manière concomitante avec des prophéties extrêmement positives, annonçant une 4e révolution industrielle et le bien-être global de l'humanité. Prophéties positives qui ont eu une influence considérable sur les politiques publiques consacrées aux technologies émergentes et aux nanosciences et technologies en particulier. Pour ces 2 raisons, à titre personnel, je suis très curieuse des échanges qui vont se tenir pendant ces 2 journées. J'en suis également curieuse, enfin, car ces échanges, comme vous l'avez dit, sont dans une certaine mesure le fruit d'un investissement de l'université que je représente, l'université Paris-Saclay, un investissement que nous avons souhaité opérer dans la merveilleuse maison qui accueille aujourd'hui ces débats, l'IEA de Paris, au travers de la chaire Jean d'Alembert, dont a pu profiter le travail de Pierre Penet. Les mois de travail interdisciplinaire que ce chercheur a pu consacrer à l'étude des prophètes de la finance sont perceptibles dans le programme de ces journées. Ils ont en outre permis à ce collègue de rejoindre les rangs de ma maison, le CNRS, ce dont je ne peux que me réjouir pour l'avenir. Je vous souhaite et je nous souhaite de très belles journées d'échange. Et voilà, l'erreur classique, je remets mon son. Je disais donc merci Stéphanie, je prends l'entière responsabilité de cette erreur quant à votre rattachement disciplinaire. Voilà, ça a été corrigé, je suis désolé de cette erreur et j'espère qu'on fera plus ample connaissance à partir de janvier où je rejoindrai donc votre institution Saclay. Je remercie aussi Sadi, donc je vous remercie tous les deux pour vos mots d'introduction. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, intervenants, discutants, membres du public. Je vais dire deux mots en anglais pour les intervenants et les membres du public anglophone. Donc, welcome to our friends and colleagues from abroad, from England, from Germany, from Southeast Asia. Je n'en dirai pas plus puisqu'il y a un service de traduction. Je suis donc très heureux d'ouvrir ce colloque. On y est finalement, après plusieurs mois d'organisation. Et avant tout, je souhaite commencer en faisant quelques remerciements. Donc évidemment à l'Institut d'études avancées, où j'ai eu l'opportunité d'être chercheur résident sur la chaire Jean d'Alembert Paris-Saclay. C'est ici que j'ai pu approfondir mon travail sur le prophétisme. C'était pour moi l'occasion de décaler des travaux que je conduisais précédemment sur les experts, sur la prévision économique, en m'intéressant cette fois à des savoirs différents, à des savoirs pessimistes, alarmistes, des savoirs qui se multiplient actuellement, mais qui restent finalement assez peu traités dans les travaux de sciences sociales. Donc on va y revenir, mais avant d'en dire plus, je souhaite remercier les chercheurs résidents de l'année dernière. L'Institut est avant tout un lieu d'échange intellectuel, et c'est au travers des discussions avec mes collègues résidents que l'idée de ce colloque a germé en 2019. Je dois dire que j'étais loin d'imaginer que ce colloque sur les savoirs de crise allait entrer en résonance avec la survenue d'événements catastrophiques. Donc, je pense ici évidemment à la pandémie qui, comme vous pouvez l'imaginer, a sérieusement compliqué nos préparatifs. Je suis reconnaissant à toute l'équipe de l'Institut, Simon Luc, Solène de Bonis, Cécile Durand, Claire Jandel, Lisette Winkler, Bertrand Pouvel, qui ont beaucoup fait dans les coulisses pour que ce colloque puisse se tenir. Enfin, évidemment, je tiens à remercier chaleureusement les participants, les discutants, ainsi que les intervenants officiels de la ville de Paris. Depuis le début, j'ai senti un engouement pour les thématiques du colloque, un engouement qui ne s'est jamais démenti, malgré les incertitudes sanitaires et le fait que nous avons dû donc nous réunir virtuellement. C'est une source de regret pour moi, pour vous sans doute aussi. Rien ne remplace le contact humain, mais ça ne vous a pas dissuadé de participer, ni au public de s'inscrire en nombre. Et je vous en suis très reconnaissant. J'ajoute que tout ça est très nouveau pour nous, l'organisation d'un colloque entièrement en ligne, et je peux me risquer d'ores et déjà, sans doute, à prophétiser qu'il y aura des couacs, des petits soucis techniques, mais je reste confiant, nos échanges ne devraient pas trop en pâtir. Et je pense notamment à nos collègues étrangers qui disposent d'une traduction en français. Voilà. Donc, rentrons désormais dans le vif du sujet. Je vais vous faire partager un petit visuel. Voilà. Bon, donc voilà ce visuel. Donc, ce visuel, c'est une sculpture du XIIe siècle qui se trouve aujourd'hui au musée de Cluny, à Paris. Comme son nom l'indique, c'est une tête de prophète.
Et si on en croit certains historiens, la barbe que vous pouvez voir, la barbe fournie et le bonnet qui cache des cheveux ébouriffés sont typiques de la représentation du prophète médiéval. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'iconographie religieuse et je ne peux donc pas rentrer dans les détails, mais qu'importe. C'est en soi intéressant que la figure du prophète soit associée à des traits singuliers, différents d'autres personnages représentés dans les églises, comme les saints ou comme les rois. Ça traduit l'idée ancienne qui remonte sans doute à l'Antiquité que le prophète est un personnage à part et qui mérite une représentation particulière. La singularité du prophète est toujours en question aujourd'hui et c'est en quelque sorte le point de départ de ce colloque. Nous sommes dans un contexte particulier, marqué par des crises à répétition et qui offre un terreau propice à la multiplication de discours inquiets et alarmistes. Ce qui nous réunit ici, je crois, dans ce colloque, c'est un intérêt pour ces discours de crise. Ce qui nous anime collectivement, c'est de prendre au sérieux ces discours, d'en étudier les particularités, les singularités, bref, d'en faire un objet d'étude spécifique. Ce qui nous importe, c'est aussi d'analyser comment ces discours émergent, ainsi que leurs producteurs. Comment devient-on prophète? Qui sont les prophètes? Que voient-ils que les autres ne voient pas? C'est enfin se pencher sur les effets de ces discours, ce qu'ils changent, ce que ces discours changent, ce qu'ils font faire, bref, comment ils réorganisent la société à mesure qu'ils s'y diffusent. L'intérêt des sciences sociales et de ce colloque en particulier, c'est de prendre du recul, c'est de donner des grilles de lecture, c'est identifier des énigmes et, si possible, les résoudre. À propos de la parole prophétique, il y a, me semble-t-il, au moins 5 enjeux qui offrent de la matière en sciences sociales. Et vous verrez que ces enjeux, d'ailleurs, recoupent la façon dont j'ai organisé ce colloque. Le premier enjeu concerne les discours. Et il semble important de rentrer dans la boîte noire de ces discours et d'en identifier les registres d'expression qui leur donnent une tonalité particulière. Cet intérêt pour la parole, pour le verbe, conduit à s'intéresser aux différentes façons de mettre en discours la crise, aux mots de la prophétie, à leur caractère éloquent, parfois édifiant, et certainement aussi aux aspects charismatiques que revêt la parole prophétique. C'est sans doute de cette façon, donc en passant par les discours, qu'on peut comparer ces savoirs de crise avec les savoirs, disons, plus policés, produits par les institutions, les administrations, bref, des formes d'expertise plus conventionnelles par rapport auxquelles les prophètes sont souvent distingués. Le deuxième enjeu, d'un point de vue épistémologique cette fois, on peut s'interroger sur le contenu scientifique des discours portant, par exemple, sur la crise climatique ou les crises financières. On peut se demander si ces discours ont une part de véracité. Après tout, le prophétisme est un discours d'anticipation et il n'est donc pas absurde de l'évaluer en fonction de sa congruence avec les événements réalisés. Mais au-delà de ces enjeux de vérité, on peut aussi s'intéresser aux capacités des prophètes à imaginer des futurs alternatifs. Le propre de la parole prophétique, je crois, est d'élargir l'horizon des futurs possibles à des formes de risques non détectés. Et c'est peut-être dans cet imaginaire radical que réside la principale vertu de la parole prophétique. On en arrive au troisième point qui concerne la circulation et la réception des discours annonciateurs de crise. Ces discours exercent sur la société une fascination puissante. Ils suscitent l'incompréhension, la défiance. Ce sont des discours souvent très contestés, très critiqués, voire tournés en ridicule. Cette réception qu'on peut qualifier de difficile ne semble pas complètement liée au contenu de ces discours. Des discours qui, en tout cas, n'apparaissent pas moins crédibles, a priori, que d'autres savoirs. Si la parole prophétique est contestée, c'est sans doute plutôt parce qu'elle est menaçante et qu'elle est jugée comme irrecevable en raison du danger qu'elle énonce. Pour avoir travaillé sur les prophètes de la finance, j'ai toujours été frappé de voir que des diagnostics parfaitement raisonnables étaient perçus comme scandaleux, comme des troubles à l'ordre public et immédiatement rejetés avant même d'avoir été examinés. Donc ces 3 premiers points, si je résume, discours et imaginaire prophétique, la question de la véracité, les controverses autour des savoirs pessimistes, tous ces points seront notamment abordés lors des sessions d'aujourd'hui, les 2 sessions d'aujourd'hui, ainsi que dans l'intervention de Jens Beckert ce soir. Le 4e point concerne la dimension politique de la prophétie. La parole prophétique n'est pas seulement un savoir tourné vers le futur, mais c'est aussi une aspiration à transformer le présent. Cette dimension politique
et souvent contestataire d'ailleurs de la prophétie, semble transversale à tous les mouvements prophétiques passés ou actuels. Mais comment qualifier cette fonction politique du prophétisme? Quel sens lui donner? Qu'est-ce que la prophétie fait faire? Sur ce point, les avis divergent et on verra cela à la session 3 demain matin. Enfin, une dernière interrogation concerne le rapport à la religion. Existe-t-il une filiation intellectuelle entre les discours prophétiques actuels et les prophéties religieuses? Cette mise en perspective semble judicieuse, tant les mots de la religion, croyance, hérésie, vocation, écriture, prêtre, apocalypse, millénarisme, messianisme, tant ces mots donc sont utiles pour décrire les controverses qui se nouent autour de la parole prophétique. Plus généralement, la permanence des thématiques prophétiques donne l'occasion de réfléchir à l'hypothèse selon laquelle un ensemble de formes, de traits et de schémas hérités de la religion continue d'imprégner la vie collective. C'est ce qu'on verra notamment demain dans la dernière session du colloque. Donc on le voit, le prophétisme est un objet à plusieurs facettes. Il y a différentes approches du prophétisme, différentes façons de se saisir de ces discours et de les étudier. Et c'est donc assez naturellement que ce colloque fait intervenir des chercheurs provenant de disciplines différentes. Histoire, sociologie, sciences politiques, économie, anthropologie, philosophie, linguistique et géographie. Certains collègues travaillent sur le prophétisme depuis des années, ce sont des spécialistes de la question. D'autres sont comme moi des nouveaux entrants. Et l'objectif de ce colloque est de créer les conditions d'un dialogue entre ces disciplines qui sont organisées chacune autour de traditions d'analyse et de méthodes différentes. Et il semble heuristique justement de mettre ces traditions d'analyse, ces outils méthodologiques en parallèle. Et je pense notamment aux historiens et aux anthropologues de la religion, sans lesquels on ne peut pas avancer très loin. Et je salue donc nos collègues spécialistes d'histoire religieuse et je tiens à les remercier de venir éclairer nos débats. J'ai également tenu à faire intervenir plusieurs personnalités identifiées dans le débat public comme prophètes de la crise de 2008. Il s'agit de Steve Keen, Paul Jorion, Anne Petitfort, Marc Faber. Ces experts font partie du groupe restreint d'économistes ayant développé parfois très tôt, dès le début des années 2000, la conviction de l'imminence d'une catastrophe financière. Certains de leurs écrits d'avant la crise peuvent surprendre de par leur clairvoyance. Ces experts offrent du reste un contraste saisissant avec les prévisionnistes, disons, officiels, car donc, ces individus ont accueilli la crise de 2008 non comme une surprise, mais comme la fin d'une attente. Leurs témoignages permettront de donner un ancrage biographique et plus personnel au débat qui anime ce colloque. Donc j'en ai bientôt terminé. Je ne vais pas revenir sur le programme puisque nous sommes pressés par le temps et que vous avez reçu ce programme, mais je dois signaler quelques changements de dernière minute. Notamment André Vaucher, qui devait participer à la dernière session et qui n'a finalement pas souhaité intervenir par visioconférence. Je tiens à dire que je comprends tout à fait ses réticences. Autre absent, malheureusement, Bruno Latour, qui, pour des raisons personnelles, très personnelles, ne pourra pas être là demain. C'est très dommage, c'est vraiment très dommage, d'autant qu'il avait montré beaucoup d'entrain à participer à l'événement. Il avait été l'un de ceux qui, dès le début, avait montré énormément d'enthousiasme à participer. Et il m'avait annoncé qu'il était ravi d'intervenir d'ailleurs juste après la session consacrée aux prophètes religieux, au prophétisme religieux. Donc que ce soit pour Bruno Latour ou André Vaucher, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rattraper, peut-être à Paris-Saclay, qui sait, l'année prochaine, une fois la pandémie derrière nous. Je termine en remerciant très chaleureusement Ariel Veil, le maire du secteur centre de la ville de Paris, d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Lui qui était en poste à l'agence de notation Moody's durant la crise financière de 2008. Je remercie également très chaleureusement Marie-Christine Lemardelet, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche à la ville de Paris, qui donnera demain les mots de clôture.